J'invite Nathalie à rejoindre le premier rang. On va enchaîner donc avec notre première table ronde intitulée donc Autres climats, autres itinéraires culturaux. Et donc j'invite à me rejoindre à la tribune donc Karine Magot. Karine Magot qui est responsable vignoble de la coopérative des vignerons de Buzet. Donc elle joue à domicile. Fabien Balaguet qui est directeur de l'association française d'agroforesterie. Nicolas Tonnet qui est ingénieur à l'ADEME en charge d'un dossier qui va sûrement vous intéresser également, celui de l'agrivoltaïsme. Et puis Catherine Bernard, allez-y, installez-vous, pardon. Catherine Bernard, donc, qui est vitricultrice en Languedoc, dans l'Hérault précisément, aux confins du Gard. Bienvenue Catherine, allez-y, installez-vous. Alors, Karine Magot, donc responsable vignoble de la coopérative des vignerons de Buzet, ici même donc en Lot-et-Garonne, tout à côté donc, dans ce territoire, ce magnifique territoire de l'Albret. Bon, Karine, vous avez entendu comme moi les propos de Nathalie et en particulier tous les leviers qui étaient possibles pour tenter effectivement d'adapter le vignoble aux effets de ce changement climatique. Moi, la question qui me venait à l'esprit, mais comment est-ce que vous allez faire ici à Buzet pour continuer à produire du raisin et qui doit vous permettre, et Nathalie l'a bien souligné, de produire du raisin qui vous permet de produire un vin adapté à ce que sont aujourd'hui vos consommateurs, vos marchés. Comment est-ce que vous abordez cette question-là aux vignerons de Buzet ? Alors, on va dire que la réflexion, on l'a déjà entamée il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années, en étant totalement conscient donc j'allais dire les viticulteurs sont vite conscients de l'avancée des dates de vendange, des problèmes de maturation qu'il peut y avoir sur certains cépages. Donc Nathalie en a un peu parlé, donc il y a en effet toute la mise en place de pratiques agroécologiques sur le vignoble qui permettent de pouvoir répondre à ces variations climatiques. Donc c'est par exemple, un exemple très concret, c'est le développement des couverts végétaux dans les vignes. Donc c'est la mise en place c'est des semis qui sont faits juste après les vendanges et qui permettent, de par ces couverts végétaux, de pouvoir jouer soit sur la structuration du sol et donc la pénétration de l'eau en profondeur, mais aussi sur des créations de mulch ou de paillage qui vont permettre de retenir l'eau davantage dans les sols. Donc on ne peut pas irriguer aujourd'hui en AOC Buzet, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit par d'autres pratiques viticoles qu'on arrive à s'adapter. Et ces changements de pratique, qui ne datent pas d'aujourd'hui, c'est des choses que vous avez engagées il y a déjà quelques années. Oui, en fait, la réflexion, elle a commencé en 2007, avec, avant même les couverts végétaux, l'utilisation d'engrais organiques plutôt que des engrais chimiques. Donc ça, c'est sur la totalité du vignoble de la coopérative. Et puis, petit à petit, on est allé vers, en effet, la dimension sol qu'on estime vraiment importante et qui est vraiment un des leviers fondamentaux pour s'adapter au changement climatique avec le développement des couverts et toutes ces nouvelles pratiques agroécologiques. Et donc aujourd'hui, en 2020, 2019, 2020, vous avez décidé d'aller plus loin pour justement essayer de renforcer la résilience, cette capacité Oui. d'adaptation aux effets du changement climatique. Quelles sont les initiatives prises et quels sont les leviers sur lesquels vous travaillez aujourd'hui ? Donc ça, c'est des choses que l'on fait déjà depuis une dizaine d'années. Par contre, on voit qu'en effet, le changement climatique, il s'accentue, il s'accélère peut-être et qu'il faut qu'on ait des modes d'action encore plus percutants. Donc en 2019, on a décidé de planter un vignoble expérimental qui se voulait un peu le vignoble de demain et d'essayer de voir comment, si on se projette dans 50 ou 100 ans, comment est-ce qu'on arrivera à produire de la vigne en AOC Buzet. Donc pour ça, on a décidé de jouer principalement sur deux leviers parmi ce qu'a présenté Nathalie Ola. Il y a tout d'abord l'adaptation variétale. Donc c'est d'essayer... Pardon, je vous coupe. Vous avez renoncé donc à l'irrigation, définitivement ? Oui, complètement. L'irrigation, c'était une piste quand même. Tout à fait. Donc la question s'est posée, on a fait ça avec un groupe de viticulteurs et un groupe de réflexion pour ce vignoble de demain. Et en effet, vous faites bien de le signaler, une des premières questions, ça a été de se dire, est-ce que le vignoble de demain en AOC Buzet sera irrigué ou pas, si on se projette dans 100 ans. Donc ça a donné lieu à beaucoup de débats et d'échanges et on est tous tombés d'accord pour se dire que l'eau sera de plus en plus rare et ne sera certainement pas réservée à des cultures qui sont non vivrières. Le vin reste... Problème d'acceptabilité donc par la société. Complètement. Au-delà de l'accès à l'eau lui-même. Et puis il y aura une orientation de l'eau vers des cultures vivrières plutôt que vers une production de vin. Donc ça, c'était un parti pris qu'on a décidé au départ et qu'on a dit on part du principe que le vignoble de demain ne sera pas irrigué.
Voilà. Par contre, on s'est dit qu'on pouvait essayer de jouer sur 2 leviers. Donc le premier, c'est l'adaptation variétale, ce qui veut dire qu'on a testé des nouveaux cépages, donc essentiellement des cépages méditerranéens, donc Tempranillo, Nilucho, donc qui ne sont pas du tout, pour répondre tout à l'heure à la question qu'il y avait, donc qui ne sont pas du tout acceptés pour l'instant dans l'AOC Busé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas revendiquer d'appellation sur ces cépages-là. Mais en effet, il y a quand même des évolutions qui sont en train de se mettre en place au niveau des instances pour permettre de tester et de rentrer dans une phase expérimentale avec ces cépages-là, avec à terme, si les résultats sont concluants, de pouvoir les intégrer dans les cahiers des charges. Ça paraît du bon sens, ça. Oui, mais j'espère Mais qu'on c'est y pas gagné arrivera. d'avance. Non, voilà. Donc il faut qu'on présente en fait chaque année un dossier expérimental où on vinifie ces cépages et où on voit comment est-ce qu'ils se comportent dans les conditions actuelles. Et le deuxième levier sur lequel on a décidé de jouer, c'est le mode de conduite. Donc sur ce vignoble expérimental, on a aussi nos cépages actuels. Donc on a du Merlot, on a du Cabernet Sauvignon, sauf qu'on les conduit de manière complètement différente. Donc on est sur des conduites de vignes qui sont beaucoup plus hautes, puisqu'en fait il y avait justement des études de l'INRA qui avaient prouvé que plus on était loin du sol et moins on subissait en fait soit le gel, mais aussi les extrêmes de température. Et on va essayer de conduire cette vigne avec un port retombant, donc de changer complètement le microclimat qu'il y a autour des grappes. Et enfin, on joue aussi sur tout ce qui est bien sûr sol vivant et sol le plus couvert possible sur ce vignoble-là. Et le dernier levier que l'on a mis en place, c'est l'agroforesterie. Alors en fait, tout est sur le même vignoble, c'est-à-dire l'idée, c'est d'avoir vraiment une approche systémique la plus complète possible pour essayer d'aller le plus vers un vignoble résilient, c'est-à-dire une plante qui est dans son milieu avec un sol vivant, avec les arbres qui amènent aussi leur contribution, un microclimat qu'on essaie de réguler, alors d'une part par le port retombant, mais aussi par des zones humides qui vont permettre aussi de faire des îlots de fraîcheur sur le vignoble. Donc la difficulté sur ce vignoble expérimental, c'est que c'est du multifactoriel et que c'est une approche la plus systémique possible pour essayer de créer des équilibres naturels et d'aller vers une résilience. L'idée, c'est de tester, de toute manière, d'expérimenter. Oui. Alors après, oui. Le vignoble a été planté en 2019, donc c'est trop tôt pour dire qu'on a des résultats. Voilà, et puis il faut être patient dans ce genre d'expérimentation, puisqu'on a aussi la partie arbres, etc., où les résultats ne vont pas être immédiats. Merci Karine pour cette première intervention. Fabien Malaguer, donc directeur de l'Association française d'agroforesterie. Donc on vient d'évoquer le sujet à l'instant. C'est une des pistes évoquées donc par Karine sur l'implantation de ce vignoble expérimental, avec l'idée d'une approche systémique, de retrouver aussi certainement de la diversité. J'avais envie de demander, l'agroforesterie, donc on en parle de plus en plus aujourd'hui, c'est plutôt bon signe. Est-ce que pour autant c'est une réponse universelle aux enjeux d'adaptation de l'agriculture, en fonction des territoires, j'imagine? Oui, en tout cas. Allez-y. En tout cas, universel, oui, unique, non. C'est-à-dire qu'il y a une grande diversité de façons de mettre en pratique l'agroforesterie. Alors, en fait, c'est une boîte à outils, c'est une proposition technique en face de problèmes d'agriculteurs qui va du sol au paysage. Souvent, on dit c'est l'agroécologie du sol au paysage, du ver de terre à l'abeille, parce qu'on fait un peu de vulgarisation aussi. Hein. Il y a le ver de terre, le ver de vin, et puis il y a d'autres indicateurs deux sentinelles qui nous intéressent beaucoup, évidemment. Dans un système agricole où le ver de terre et l'abeille vont vers le haut, ben, on a de bonnes chances de penser que le système va bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche systémique, encore une fois, avec une grosse base agronomique. Hein. On a parlé de couverts végétaux, on a parlé de reconstruction des sols. Et au-delà de ça, essayer de réaménager, finalement, le paysage, c'est-à-dire finalement l'environnement du sol, hein, avec une approche de gestion des risques, c'est-à-dire de microclimat, c'est-à-dire de gestion du cycle de l'eau, de biodiversité, etc., etc., mais aussi une approche productive, c'est-à-dire que l'arbre redevient une plante cultivée dans un système avec un enjeu agronomique et un enjeu économique. Et c'est comme ça qu'il sera durable, et c'est comme ça aussi qu'il aura toute sa place. Il faut qu'il paye, entre guillemets, pour la place qu'il occupe et pour le temps qu'il prend à l'agriculteur. Donc voilà, donc c'est pas une réponse unique, c'est justement des réponses toutes particulières à des contextes d'exploitation. C'est une transition aussi, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais effectivement, en fait, à chaque fois, n'importe où dans le monde, quand on a enlevé l'arbre de l'agriculture, ça s'est mal fini. Hein. La page blanche plus le sol nu, ça n'a jamais donné une agriculture durable n'importe où dans le monde. Alors, je veux bien des contre-exemples s'il y en a qui en connaissent, mais
Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, moi, j'en connais pas. Ce qui veut dire qu'il va falloir remettre de la plante, il va falloir remettre de l'arbre, qui n'est qu'une plante géante en fait. Hein. C'est la même chose que les couverts végétaux, c'est simplement une plante qui pousse plus vite, qui fait plus de biomasse, plus de carbone aussi, etc. Donc c'est de la photosynthèse à grande échelle, puissance 1000. Hein, entre l'herbacée et l'arbre, il y a évidemment un différentiel de volant d'action. Mais voilà, il va falloir le faire. Après, la question du comment, c'est ce sur quoi on travaille tous les jours. Ouais. Et effectivement, c'est un long travail à inventer sur le terrain avec les agriculteurs. Si on regarde sur les 30 ou 40 dernières années, on a quand même vu un processus de spécialisation chez les agriculteurs. On les a amenés à cette spécialisation probablement, hein, par des contraintes de marché ou des contraintes économiques. L'objectif prioritaire justement de la réimplantation de l'arbre, c'est de casser un peu cette idée de monoculture et de retrouver de la diversité pour retrouver un certain équilibre dans les sols. Alors dans les sols, et encore une fois, dans l'ensemble du système agronomique, économique, l'arbre, il n'est pas là pour faire joli. Alors certes, on peut après trouver ça bucolique d'un point de vue paysager, etc. C'est subjectif. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il est là aussi pour réaménager, pour rompre avec l'homogénéité paysagère de la monoculture. Hein, on connaît ça en vigne. Hein, quand vous avez un océan de vignes sur des centaines, des milliers d'hectares, ben c'est quand même des territoires qui sont à la merci de tous les extrêmes. Hein. Donc l'arbre, c'est un peu un amortisseur du trop chaud, du trop froid, du trop humide, du trop sec éventuellement aussi. Et donc c'est à la fois de l'atténuation du changement climatique par la pompe à carbone, évidemment, ça j'y reviens pas, et c'est aussi une stratégie d'adaptation par cet aspect microclimat, voilà, qu'on peut travailler très finement à la fois à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle plus large de tout un territoire. Donc effectivement, c'est de la diversification. Encore une fois, l'arbre, il doit produire, donc il produit du fruit quand c'est un arbre pour le fruit à coque, fruits classiques, on peut faire tout ce qu'on veut. Et puis c'est aussi de la biomasse, donc ça donne de la biomasse énergie par exemple. Les territoires à énergie positive, dont on parlait beaucoup il y a encore pas si longtemps que ça, ne se feront pas autrement qu'en remettant finalement la biomasse en circulation dans les territoires. Et après, l'arbre à la ferme, c'est aussi du fourrage d'appoint pour les animaux en période de sécheresse. C'est aussi du bois litière en remplacement ou en complément de la paille, par exemple. Voilà, il y a tout un tas d'usages paysans de l'arbre à retrouver, voilà, qui nous occupent beaucoup au quotidien. Et au même titre que agriculteur est un métier à part entière, j'ai envie de dire idem pour l'agroforesterie, c'est un savoir-faire particulier, c'est un métier à part entière, l'agroforesterie. Oui, en tout cas, c'est des savoirs à reconstruire et à recoller, je dirais, parce qu'on ne réinvente pas la roue. Hein. L'agroforesterie est née le même jour que l'agriculture, en fait, c'est-à-dire il y a environ 10 000 ans. Et puis, il y a 50-60 ans, on a décidé de prendre une autre voie, on a plutôt désarbré, hein, le fameux remembrement, et en fait, on a perdu avec tous les savoir-faire. Et les usages aussi se sont perdus. Hein. L'arrivée du pétrole abondant et pas cher a été aussi quand même un accélérateur de tout ça. Et donc il faut retrouver les usages paysans de l'arbre, il faut retrouver les techniques qui vont avec. Et ça, évidemment, c'est en termes en tout cas d'accompagnement et de transition des systèmes. C'est un métier, c'est même, je dirais, plusieurs métiers, parce que pour chaque type de culture ou de production, il va y avoir des bases techniques qui sont à peu près les mêmes, mais il va y avoir aussi des subtilités. Et donc c'est à la fois un métier technique, et c'est aussi, donc le métier de technicien agroforestier en fait, c'est aussi un métier d'animateur de territoire, parce que encore une fois, pour y arriver, il faut dézoomer. Pour faire du climat, pour faire de la biodiversité, pour faire du cycle de l'eau, l'échelle de la parcelle, c'est sympa 2 minutes, mais il va falloir envisager l'échelle bassin versant, etc., pour avoir cet impact. C'est quand même le territoire qui fait sens, quoi, en fait. C'est le territoire qui fait sens, c'est ça qui va nous permettre de valoriser aussi collectivement, éventuellement des investissements, hein, d'atteindre des masses critiques. Si on veut monter des filières bois-énergie, par exemple, voilà, il faut s'y mettre à plusieurs. C'est du temps plus ou moins long. Il y a aussi de l'existant. Hein. Il n'y a pas que les nouveaux arbres qu'on plante là parce que c'est un peu la mode. Il y a dans tout le territoire français plein d'arbres résiduels à remettre aussi en production. Et donc effectivement, c'est un travail
passionnant mais complexe. Et oui, on peut dire aujourd'hui que c'est un métier. Il nous manque fondamentalement des gens en capacité à accompagner les agriculteurs dans le territoire. Un mot sur l'Association française d'agroforesterie. Précisément, vous êtes là pour impulser, accompagner, former peut-être? Tout ça à la fois, ouais. Donc en fait, on travaille à la demande, hein, ça suffit déjà pour remplir correctement nos journées, même un peu plus des fois. Et donc en fait, voilà, c'est territoire par territoire. L'idée, c'est de construire des projets collectifs, d'animer des réseaux d'agriculteurs pionniers, et puis de mettre autour de la table tous les acteurs déjà des territoires qui existent. Hein. Donc il peut y avoir des fédérations de chasse, il peut y avoir des parcs naturels, il peut y avoir évidemment les acteurs du développement agricole, les coopératives aussi, quand on veut monter une démarche filière, voilà, que ce soit sur le produit alimentaire ou sur la biomasse, encore une fois. Et puis après, on a une approche recherche et développement pour pousser un peu les curseurs de la connaissance. Et enfin, une approche aussi de formation, effectivement, des agriculteurs, des nouveaux techniciens, et puis en fait de tous les acteurs. Hein. Ça peut être des gens de la RSE dans une entreprise de l'agroalimentaire qui ont besoin aussi de s'acculturer à ces sujets pour qu'on y arrive en fait tous ensemble. On a une idée des chiffres à l'échelle nationale de cette montée en puissance de l'agroforesterie et de... Alors, ça reste encore assez... Oui, mais c'est toujours le piège de parler en chiffres, parce que soit on compte les arbres, mais c'est pas du tout le bon indicateur. Ouais. Si on veut planter beaucoup d'arbres, il vaut mieux faire de la forêt. Soit on compte le nombre d'hectares, mais en fait, quand vous voyez un paysage agricole, c'est toujours compliqué de se dire l'agroforesterie commence là et elle s'arrête là. Hein. C'est une démarche de progrès. Je redis que le bocage, les pré-vergers, enfin tous les systèmes traditionnels avec de la haie bien intégrée, c'est de l'agroforesterie de pointe, entre guillemets. Donc en fait, c'est toujours pareil, on a du mal à chiffrer tout ça. En soi, aujourd'hui, on comptabilise, si vraiment on prend toutes les formes d'agroforesterie, on a pratiquement 1 million d'hectares en France sur la surface agricole utile qui sont en agroforesterie, en transition verte. Voilà, et ça représente un peu plus de 10 000 agriculteurs. Donc quelque chose de significatif s'agissant de pouvoir expérimenter, tester et prouver les bénéfices de la démarche. Il y a largement ce qu'il faut. On a une agriculture française qui est très diversifiée. Et d'ailleurs, si on prend le Grand Sud-Ouest, c'est un peu pareil. Hein. On a une mini France agricole ici dans le Sud-Ouest, donc c'est très utile pour travailler. Il ne manque pas grand-chose. Il manque la pomme de terre, la betterave éventuellement, mais sinon on fait de la semence ici de betterave. Voilà, exactement. Donc voilà, on y travaille quand même depuis un certain nombre d'années. On a des bons pilotes, des bonnes exploitations pilotes sur à peu près tous les systèmes. Après, effectivement, ça reste une goutte d'eau dans l'océan. Hein. Il y a beaucoup de travail encore. Mais ce qui est sûr, c'est que la courbe de croissance, hein, c'est-à-dire la demande, en fait, année après année, la prise de conscience est très intéressante. Voilà, on est presque sur une croissance exponentielle au vrai sens du terme. Merci Fabien pour toutes ces informations. Karine, je reviens vers vous un instant parce que vous nous avez parlé donc de cette parcelle expérimentale en nous parlant d'agroforesterie. Je crois que vous avez aussi en tête le recours, peut-être pas pour tout de suite, mais vous allez nous expliquer pourquoi vous le prenez en compte, à peut-être la technique de l'agrivoltaïsme qui consiste sur une même parcelle à pouvoir produire et de l'énergie renouvelable et quelque chose qui pourrait bénéficier aux cultures. Oui, en effet, c'est un autre projet sur une parcelle expérimentale où l'objectif, comme vous venez de le dire, c'est d'essayer de tester de l'agrivoltaïsme, en tout cas d'installer en premier des panneaux photovoltaïques et de mettre en dessous la vigne. Donc c'est plus des systèmes d'ombrières, on va dire. Donc c'est des panneaux orientables ou rétractables en fonction des conditions météo, de différents capteurs qui sont sur la parcelle et qui permettent de piloter ces ombrières. Donc d'une part, il y aurait la production d'électricité et d'autre part, un outil pour pouvoir là aussi jouer sur le microclimat à l'échelle de la parcelle. Ça reste à l'état de projet. Hein, ça reste à l'état de projet. Moi j'avais une question avant qu'on entende Nicolas Tonnet, donc Nicolas Tonnet qui est chargé de ce dossier de l'agrivoltaïsme à l'ADEME. Sur la question paysagère, est-ce qu'on peut imaginer un instant quand même que nos vignobles, pour être protégés, je dirais, de l'exposition à l'ensoleillement puisse être un jour recouvert assez significativement de ces panneaux photovoltaïques ou pas?
Ou ça va rester alors, très marginal? je pense que je répondrai mieux à la question quand on aura justement vu les effets, les résultats que l'on obtiendra. C'est évident qu'il y a un effet paysage, donc je pense qu'en effet, il y a quand même les situations viticoles qui sont différentes. Il y a quand même aussi un aspect économique à prendre en compte. Il y a un aspect réglementaire, c'est-à-dire là aussi, on se heurte à tous les cahiers des charges, donc on ne peut pas faire cela sur des vignobles AOC. Donc ça veut dire que tout cela mis bout à bout, et puis j'allais dire, il y a les résultats que l'on va obtenir après une expérimentation comme celle-là. Je ne suis pas capable de vous dire si ça va beaucoup se développer, mais j'aurais tendance à dire que pour l'instant, ça va rester anecdotique et que ça sera peut-être un outil supplémentaire à voir comment est-ce qu'on le pilote et comment est-ce qu'on peut le ramener dans nos conditions de production. Il y a toujours aussi la partie, donc il y a la partie analyse technique, mais il y a aussi la partie analyse économique. Si on veut faire une viticulture, une agriculture durable, il y a forcément le levier économique qui rentre en jeu aussi. Merci Karine. C'était important de vous entendre. Avant de donner la parole donc, à Nicolas Tonnet donc, de l'ADEME. Nicolas, alors je sais qu'il y a tout un travail qui a été entrepris depuis 18 mois, qu'il y a une communication récente justement sur les résultats de ces différentes expérimentations. Moi j'aimerais bien vous entendre, on aimerait bien vous entendre sur précisément que recouvre ce concept d'agrivoltaïsme concrètement. Est-ce qu'il y a une définition aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un cadrage, comme l'appelle de ses voeux Karine, aujourd'hui possible au regard des chantiers que vous avez mis en place ou que vous avez suivis tout au moins? Alors, je vais faire un micro pas de côté et puis ensuite je vais répondre à votre question. Le photovoltaïque et l'agriculture, c'est un vieux dossier, donc c'est une filière qui s'est développée depuis des années, voire des dizaines d'années, de par le gisement qu'il y avait en agriculture et puis les exploitants agricoles qui l'ont considéré comme des acteurs de la transition écologique et énergétique, avec notamment la possibilité en premier lieu sur leurs bâtiments, exploitant bâtiments d'élevage, bâtiments pour faire du séchage, en tout cas, un gisement possible pour installer en toiture des panneaux photovoltaïques. Donc ça s'est développé déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Et puis effectivement, s'est développé depuis quelques années une autre notion qui était de regarder en quoi une production énergétique pouvait, dans certaines conditions, avoir une interaction avec une production agricole. Et c'est là où est née cette notion d'agrivoltaïsme, donc qui s'est développée il y a 3-4 ans et qui, depuis 3-4 ans, est utilisée un peu à tout bout de champ par tout un tas d'acteurs, avec chacun y met un peu ce qu'il souhaite derrière, selon un peu ce qu'il arrange très régulièrement, et qui passe, alors qui souvent vante les mérites et cache un petit peu sous le tapis les effets négatifs qui peuvent être observés. Et qui plus est, c'est une notion qui va avec un jeu d'acteurs qui n'est pas si évident que ça, parce que c'est un jeu d'acteurs qui rassemble à la fois les acteurs énergétiques, qui eux poussent notamment à travers la transition énergétique, qui nous concerne tous pour alimenter tout notre système sur lequel on est assis et qui nous permettent de vivre, et puis qui prend aussi naissance sur une production agricole qui est aussi importante, et avec ces acteurs agricoles qui, eux, sont aussi des acteurs qui promeuvent leur système, mais qui aussi voient dans certains systèmes aussi un intérêt, et notamment un intérêt économique. Pour revenir à votre question, effectivement, l'agrivoltaïsme, il est assez peu cadré à l'heure actuelle, dans le sens où il a une définition qui existe dans un appel d'offres qui est du ministère et la Commission de régulation de l'énergie, qui parle d'agrivoltaïsme comme d'un système dans lequel il y a une production agricole primaire et une production énergétique secondaire qui vont rentrer en interaction. Voilà un petit peu le cadrage qui existe. D'où un peu le travail qu'on a fait depuis 18 mois pour essayer de mieux préciser cette notion, pour éviter que ce soit un peu une notion fourre-tout, et pour essayer d'expliquer quels sont les premiers retours d'expérience sur lesquels on peut se baser pour dire que tel ou tel système est positif, tel ou tel système est plutôt négatif, et de proposer une nouvelle définition, en tout cas, de cette notion d'agrivoltaïsme. Et précisément, donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur en quoi ce dispositif, ce concept-là, pourrait participer de l'adaptation au changement climatique? Alors évidemment, spontanément, on peut se dire ça va produire de l'ombre, donc ça va protéger les cultures de certaines attaques. Au-delà de ça, ça peut être quoi la contribution de l'agrivoltaïsme à l'adaptation au changement climatique, outre le fait de produire de l'énergie aussi, évidemment?
Alors, il y a effectivement cette première chose, production d'énergie, mais on veut absolument pas que ce soit justement la première chose qui soit mise en avant, parce qu'on veut que ça reste un dispositif qui serve un projet agricole, et donc on souhaite que dans ces différents dispositifs qui sont mis en place, on souhaite que le service agricole et on souhaite que le projet reste un projet agricole avant tout, avec comme bénéfice effectivement cette production énergétique. Donc ce qu'on dit, c'est que quand on va parler de ces systèmes-là, on souhaite déjà que soit quantifié le service qui va être apporté par ces structures, que ce soit des protections d'épisodes de gel, d'épisodes de grêle, que ce soit éventuellement des modulations, apporter un microclimat sur ces cultures, qui peut être éventuel et dans certains, ce qu'on appelle des pédoclimats, donc dans certaines zones bien spécifiques où on observe des stress, que ce soit des stress hydriques, stress thermique, enfin stress ou liés à des brûlures, de culture. Donc on souhaite que, voilà, encore une fois, que soit expérimenté en quoi ces structures-là vont permettre, d'une certaine façon en tout cas, d'apporter à ces cultures quelque chose qui leur font défaut à l'heure actuelle dans une stratégie effectivement d'adaptation. Ça, c'est vraiment le premier point, et qui plus est d'essayer de voir comment, une fois qu'on a caractérisé ce système-là, de voir dans le temps un petit peu comment, quel impact ça va avoir. Parce qu'on est sur les sciences du végétal, évidemment, donc on est sur des effets qui peuvent être cumulatifs, qui peuvent avoir lieu une année et pas d'autres années. Donc il y a aussi cette nécessité dans cette dynamique-là, un fort besoin d'expérimentation, qui plus est une expérimentation qui, malheureusement, et pour ne pas plaire à des acteurs qui aimeraient avoir la réponse dès demain, parce que classiquement, ils l'ont très rapidement, de par les travaux sur lesquels, de par les innovations qui poussaient avant, c'était des innovations sur lesquelles ils pouvaient avoir un retour d'expérience extrêmement rapide. Là, on touche à la science du végétal. Résultat, une expérimentation, ça dépend d'une saison culturelle, voire de plusieurs saisons culturelles, donc ce sont des résultats qui mettent du temps à arriver. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que il y a, comme était dit côté Buzet, on a beaucoup de projets qui existent, qui se développent plutôt dans une phase expérimentation, avec nécessité systématiquement de regarder ce qui va se passer avec ces installations et ce qui va se passer à côté sans ces structures-là, pour pouvoir se faire une idée un petit peu plus précise d'ici quelques années, malheureusement. Alors c'est aussi une des recommandations que nous, on est en train de porter au niveau national, c'est de créer un observatoire sur cette technologie-là pour qu'on puisse, alors pas dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, parce que le train on l'aura raté, mais au moins d'ici 3, 4, 5 ans, pouvoir être en capacité d'émettre des recommandations précises en disant sur tel ou tel territoire ça peut être intéressant, sur telle ou telle culture ça peut être intéressant, modulo que l'on respecte ces quelques garde-fous que l'on a observés suite à ces expérimentations. J'entends ce que vous dites, j'imagine quand même qu'il y a des cultures pour lesquelles ça sera peut-être plus pertinent que d'autres, parce que toutes les cultures sous serre, on peut imaginer, et c'est déjà peut-être le cas, que l'on puisse installer sur les serres ce type de panneaux pilotables pour l'ombre. Alors en tout cas, on peut témoigner des premiers projets qui voient le jour, et puis les premiers projets qui sont aussi sélectionnés dans le cadre de cet appel d'offres. Ce sont des projets en viticulture. Ce sont des projets en arboriculture également. Il y a également en maraîchage, pour profiter de la structure des serres, donc des associations entre serres et panneaux photovoltaïques, modulo le fait que ça va fortement impacter les cultures qu'il y a à l'intérieur, donc que ce soit des cultures dites culture ratatouille, tomates, concombres, là forcément on va observer des réductions de rendement assez fortes, contrairement à d'autres cultures qui peuvent, avec des stratégies d'adaptation, profiter un petit peu de cette ombre-là. Et puis après aussi, pour rentrer aussi, parce que on ne reste pas uniquement sur la production végétale, la production animale aussi peut faire valoir en tout cas un certain intérêt, que ce soit sur du parcours, mais aussi en aquaculture par exemple, avec des systèmes qui peuvent permettre en tout cas de développer des microclimats qui peuvent être bénéfiques, ou en tout cas de réduire certains stress liés à ces productions animales. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certains opérateurs du photovoltaïque qui me disaient, notamment par rapport à des territoires comme le Lot-et-Garonne, leur analyse c'était de dire qu'il y a eu une première révolution où il a fallu couvrir l'ensemble du verger avec des filets paragrèle, et pour lui il était convaincu que la deuxième révolution à venir c'était de couvrir les vergers du Lot-et-Garonne avec des panneaux photovoltaïques. Alors je ne suis pas là pour représenter l'association France Agrivoltaïsme qui existe. On essaye justement d'essayer de produire des données de référence un petit peu.
je tiendrai peut-être ce discours dans 5 ans, dans 7 ans. Pour l'instant, je C'est suis prématuré. beaucoup plus mesuré. On est sur une filière qui reste jeune, avec un certain nombre de retours d'expérience très disparates. Donc il y a encore ce besoin-là de se donner du temps, malheureusement, avant d'avoir ce genre d'affirmation un peu précise. C'était un peu provocateur peut-être même. Nicolas, merci. Catherine Bernard, donc viticultrice aux confins de l'Hérault et du Gard. Catherine, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, le temps nous est compté, mais on a encore le temps qu'il faut, comment est-ce que la prise de conscience du changement climatique s'est imposée à vous sur votre terroir, sur votre vignoble, sur votre lieu de vie en 2019? Alors ça, on va dire que ça couvait bien évidemment, et que ce que Nathalie Oblat nous a présenté, je l'ai observé forcément, et je l'observais depuis, je veux dire, les signes très très visibles, je dirais depuis 2011 à peu près. Mais le choc a été, et c'est parce que ça couvait que ça a été un choc, et c'est important de faire cette petite nuance, mais le choc a été le 28 juin 2019, je crois que on a tous des dates qu'on n'oublie jamais. Et ce jour-là, on nous avait annoncé une canicule dans le sud-est. Et on a eu 44 degrés à l'ombre. Il a fait 56 degrés dans les vignes, puisque c'était au soleil et que la chaleur auprès du sol est encore plus importante. Et je suis passée le matin dans les vignes très tôt. J'ai fait mon inspection des troupes et tout allait bien. Et puis, je suis rentrée à la maison, me mettre au frais. Il n'y avait rien à faire. Quand on nous annonce des chaleurs comme ça, il n'y a rien à faire d'autre que d'attendre que la journée passe. Et je suis allée me mettre au frais à la maison, et à 18h, Laurent, qui est un voisin de vigne avec qui je fais de l'entraide, m'appelle et il veut aller arroser ses oliviers. Et il me dit, les vignes sont brûlées. Je dis, comment ça, les vignes sont brûlées? Et donc, j'ai pris ma voiture, je suis allée, et effectivement, et d'abord, en sortant, il y avait des courants d'air chaud, comme un courant de sèche-cheveux. Et quand je suis arrivée dans les vignes, effectivement, enfin, dans mes vignes, mais j'ai vu ça tout le long de la route, des vignes qui étaient littéralement brûlées, feuillage et grappes brûlées. Comme un coup de chalumeau. C'était ça, et on appelait ça un coup de chalumeau parce que ça a fait l'effet d'un coup de chalumeau. Et ça a été, je ne sais pas comment, ce jour-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui a profondément changé, et ce que tu vois tous les jours et que tu ne veux pas voir, c'est là. Donc, c'est à partir de là où j'ai d'abord pensé tout arrêter. Et puis, j'ai un fils, enfin, j'ai même 2 fils. Je travaille avec un jeune. Et je me suis dit, non, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que s'arrêter aujourd'hui, me dire je m'arrête, c'était un peu dire, et c'est mon fils qui me l'a dit d'une certaine manière, parce qu'il m'a dit t'arrêtes, j'arrête. Il n'avait pas tort, parce que je n'allais pas lui laisser un cimetière quand même. Donc je me suis dit, eh bien on va repenser les choses autrement. Et c'est ça, c'est de là qu'est parti le choc. Mais c'est ce jour-là, parce que je vais faire ce petit détail très technique et qui est très viticole, mais des chaleurs comme ça, on a pu en avoir. 2003, on a avoisiné. En août 2003, on a avoisiné ces chaleurs-là. Mais c'était en août. Là, on est un 28 juin, au moment où la vigne a énormément besoin d'eau parce qu'elle est en fermeture de la grappe. C'est-à-dire qu'elle est en train de former sa grappe et elle est encore en pleine croissance. Et quand elle est en pleine croissance, elle aspire de l'eau. Et là, elle a claqué. Enfin, et ça a été ajouté à un sèche-cheveux. Et ça m'est revenu, parce qu'on a toujours des petites choses qui nous reviennent. Et tout d'un coup, le coup de chalumeau, au début, j'ai dit un coup de chalumeau comme tout le monde. Et puis j'ai analysé, parce que j'ai regardé où étaient passées les brûlures. Et en fait, ce coup de chalumeau, ça s'appelait du sirocco. C'était un coup de sirocco. Et en Algérie, dans le vignoble algérien, il vivait avec le sirocco. Et
ils vivent aussi avec les invasions de criquets. Et là, je me suis dit, il y a vraiment profondément quelque chose qui change. Voilà. Quand on a échangé en préparation de ce débat, Catherine, vous m'avez indiqué un point qui est important. On évoquait tout à l'heure avec Nathalie la rapidité, l'accélération du changement. Et vous m'avez dit, j'ai le sentiment aujourd'hui que le changement climatique va beaucoup plus vite que la science agronomique et ses recherches appliquées. Et donc, on aura toujours un temps de retard, un décalage. Et donc, les solutions, il faut les rechercher ailleurs que dans la recherche agronomique, ou en tout cas dans les solutions qui existaient jusqu'à maintenant. Enfin, c'est l'observation qui me fait penser qu'effectivement le vivant est systémique. Enfin, et là, effectivement, extrêmement bien démontré. Donc, le vivant étant systémique, on ne peut pas opposer une solution technique, parce qu'une solution technique, elle répond à une problématique, on va dire unique, ciblée. Or, ce qui se produit derrière ces fichus de 1,4 degrés supplémentaires ou 2,5 degrés supplémentaires, ce sont tous ces facteurs-là qui sont... Donc, et c'est en ça où ça va... C'est démultiplicateur, c'est ce qu'on peut dire exponentiel. C'est ce qu'on apprend à l'école, c'est puissance X. Oui. Et donc, ça vous oblige à être en rupture, je dirais, par rapport au raisonnement agronomique assez classique et rechercher d'autres solutions avec notamment ce qu'évoquait Fabien, la recherche de diversité comme peut-être axe de développement. Alors, je vais faire... pareil, un tout petit pas de côté, parce que je pense que moi, je suis pour la vigne. Je me suis installée en 2005, mais je suis pour la vigne une étrangère, pour le Languedoc une étrangère. Je suis une étrangère. Je ne viens de nulle part pour la vigne et le Languedoc, je parle. Et ce qui m'a conduit à la vigne, c'était pour moi, je suis retournée à 40 ans, c'était pour moi un retour à la terre, et c'était un retour au sens du travail. C'est-à-dire que j'avais l'impression, je suis retournée vivre au pouls de la terre. Et je pense que on va dire que ce choc du 28 juin et donc de cette prise de conscience de ce que la portée du dérèglement climatique, pour moi, la révolution, si on peut parler de révolution, de changement, il est plus mental, il est philosophique, je dirais presque même métaphysique, et il tient, et c'est comme ça que j'ai évolué, il tient à notre lien à la terre-mère, à de là où on vient. Qui est-on par rapport à la terre? Qui sommes-nous? Et c'est pour ça que je me permets de faire un à côté, parce qu'après, dans les solutions, on est très proche, nous, mais à toute petite échelle, de ce qui se fait à Buzet et de ce dont parle Fabien. Mais je pense que ce qui est fondamental pour avancer, c'est de... Vous voyez, elle a, dans tous les schémas là qu'elle nous a montrés, le mot était matériel végétal. Vous comprenez, quand on parle de matériel végétal, on a déjà une posture de qui est-on sur cette terre? Puisqu'on parle de matériel, pourquoi ne parle-t-on pas par exemple, de patrimoine végétal? C'est pas la même chose. Et si on parle de matériel, on commence à non plus parler de matériel végétal, mais de patrimoine végétal. Déjà, on commence à regarder le végétal sous son aspect vivant. Et regardant le végétal sous son aspect vivant, on retourne dans le sens du vivant, et j'ai envie de dire dans le sens de la vie. Et c'est presque une chance. Je dirais que ce dérèglement climatique, et je le dis avec un peu de recul, on n'en a pas parlé lors de l'entretien, mais je pense que c'est quelque chose que je vis aujourd'hui comme une chance, c'est-à-dire la chance de voir la vie autour de moi, de revoir la vie autour de moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu parce qu'on est noyé devant une obligation de résultat, nos peurs. Mais du jour le jour, de retrouver ce contact avec le vivant, ce sens du geste agricole, c'est-à-dire même
le geste de greffer, le geste de tailler, le geste de piocher, ce sont des beaux gestes. Et si on retrouve le sens du travail, je pense qu'on abolit beaucoup d'obstacles. Alors, en 2 minutes, Catherine, j'aimerais quand même que vous nous disiez un mot de la parcelle expérimentale que vous êtes en train de mettre sur pied pour nous dire voilà, comment est-ce que vous avez pensé les choses, comment elles s'organisent avec voilà, cet objectif de diversité retrouvée, d'équilibre retrouvé pour essayer de mieux se protéger à l'avenir des effets de chalumeau qu'on pourrait connaître de plus en plus souvent. Alors, je suis partie 2 en minutes, fait. Catherine. C'est très, 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 très rapide. C'est une toute petite parcelle, c'est 50 arts, donc c'est rikiki. C'est à la mesure aussi de vos moyens, parce que vous faites ça de votre propre initiative. La chose a été de dire la nature est belle. Donc, il fallait d'abord, que ce soit beau. Beau dans l'absolu. L'absolu du beau existe. J'insiste beaucoup sur l'aspect philosophique. Ça a du sens. Mais c'est comme ça qu'on va retrouver le chemin. C'est par la philosophie, c'est par la métaphysique, c'est par ce lien-là. Bref. Donc, pour que ce soit beau, il ne fallait pas qu'il y ait que de la vigne, il ne fallait pas qu'il y ait que de la médicinale, il ne fallait pas qu'il y ait que des fruitiers, il ne fallait pas qu'il y ait que des forestiers. Et donc, en fait, on a marié tout ça. On a marié et il fallait, nous, dans notre région méditerranéenne, comprendre, apprendre à revivre avec l'eau de pluie qui tombe de manière parfois importante et très étonnante. Donc, on a reconduit les eaux selon les courbes de niveau pour pouvoir stocker l'eau et inciter les plantes à aller chercher loin. Voilà. Donc, en fait, nous avons créé quelque chose c'est comme un jardin, mais où les plantes sont compagnes les unes des autres. Est-ce que j'étais assez rapide? Très rapide. J'allais rajouter que probablement vous gagnerez moins d'argent avec la vigne, mais il y a d'autres cultures qui viendront compléter oui. la source de revenus. Absolument, parce qu'en fait, il y a... on a planté bien sûr des fruitiers, mais du coup il y a on peut transformer des arbouses, faire de la confiture d'arbouze, faire de l'eau de vie d'arbouze. On a planté des cognaciers. Bref, il y a d'autres modes de production possibles et d'autres valorisations, pas en volume, mais on va dire en polyculture. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin avec de l'élevage, enfin bon. Mais c'est politique, parce que ça signifie un sens de la propriété très différent. Et on peut considérer peut-être aussi que ce sont toutes ces expérimentations individuelles qui vont servir de nourriture aux scientifiques comme Nathalie Ola pour essayer voilà, de ne laisser aucune piste de côté voilà, qui pourrait apporter des réponses concrètes et efficaces aux effets du changement climatique. Alors, j'avais prévu 10 minutes pour la séance de questions-réponses avec nos invités sur cette table ronde-là. On va les réduire à 5 parce qu'on a commencé à prendre un petit peu de retard, mais c'était quand même intéressant et passionnant de les entendre. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en. On a abordé encore beaucoup de sujets. Monsieur. Alors, un micro, vous rappelez qui vous êtes? Merci. Alors, bonjour, je suis Maël Duval du CRIT Horticole. J'avais une question sur l'agrivoltaïsme, justement. Ma question est simple. Comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui équilibrer un peu le dialogue entre, d'un côté, des agriculteurs avec des moyens limités, généralement, et des acteurs du monde de l'énergie qui peuvent être donc des fonds d'investissement avec disons, une force de frappe beaucoup plus importante pour ce type d'investissement quand même assez onéreux? Celui marche, ouais. À l'heure actuelle, donc, les projets d'agrivoltaïsme, ils sont accompagnés via un seul guichet, qui est un guichet national, avec un appel d'offres. Donc, ils présentent tous les ans, avec des clôtures tous les ans, pour relever les dossiers, en tout cas faire une instruction de ces dossiers-là. Au moment de l'échange, en tout cas, entre les agriculteurs et puis les énergéticiens, on essaye, on fait passer le message. Donc il peut y avoir un échange avec des conseillers chambres, par exemple. Donc on essaye en tout cas d'apporter de l'information à ces personnes-là pour expliquer ce que nous on considère, mais ça peut être aussi d'autres acteurs, comme des installations dites agrivoltaïques. Donc c'est faire de la formation, de l'accompagnement d'acteurs ou l'accompagnement d'un relais qui derrière en tout cas viendra au contact et viendra un peu animer cette question. Et puis après, donc dans ce guichet-là,
il y a des grands leviers qui existent. Donc c'est aussi, on demande à ce que tous les projets qui vont être accompagnés, alors je dis ça parce que l'ADEME, on est sollicité sur ces différents projets pour nous y apporter aussi un éclairage, donc pour dire si oui ou non, en tout cas ça suit les grandes directives qu'on s'est fixées. Donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait forcément systématiquement une zone témoin, qui est systématique. Enfin voilà, on essaye de remettre toujours au cœur, en tout cas de ces projets, cette dimension expérimentale, 2, que ça réponde à un service agricole, agronomique, et que le projet soit avant tout un projet dans lequel l'agriculteur est pleinement pertinent et opère en tout cas ce dispositif. Donc c'est un peu, voilà, on essaye un peu d'être garant de ce rééquilibrage, parce que vous avez raison de le dire, il y a un peu un jeu d'acteur, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, un jeu d'acteur qui est un peu difficile. Et puis quand on regarde un petit peu entre un mégawattheure qui est vendu, injecté sur le réseau, et puis une tonne de pommes de terre, une tonne de n'importe quelle production agricole, le balancier est complètement faussé, parce qu'à l'heure actuelle, avec un mégawattheure qui est beaucoup plus rémunérateur, et donc voilà, on est un peu dans cette logique-là d'essayer de rééquilibrer un petit peu les choses. Merci beaucoup. D'autres questions, d'autres interventions? Oui. Oui, bonjour François. Je vous vois je suis ici. Oui, François Visieux, je suis expert foncier. Je m'adresse plus particulièrement à la personne qui s'occupe de l'agroforesterie pour avoir plus d'informations, pour savoir plus particulièrement de quoi il s'agit. Alors dans mon idée, moi, ce sont des bandes d'arbres avec des cultures entre les bandes d'arbres, mais peut-être que je me trompe. Et si c'est le cas, est-ce que ce sont des arbres qui sont plutôt des arbres à bois ou des arbres fruitiers? Ou alors tout est possible. En tout cas, il y a de l'arbre. Après, on le met où on veut, comme on veut. On en fait ce qu'on veut. L'idée, c'est principalement, c'est d'en remettre. On sait qu'il va falloir en remettre, en tout cas, hein, puisque, encore une fois, on a fait table rase à une époque. Après, il n'y a vraiment pas de règle, si ce n'est que de construire un modèle de la conception à la gestion qui fait du sens et qui apporte suffisamment d'intérêt pour valoir le coup d'être mis en œuvre. Donc c'est éventuellement des alignements dans les parcelles. Ça peut être déjà avec les bordures, on fait pas mal de choses dans plein de régions où il n'y a plus rien. Rien qu'en réaménageant les bordures, on peut reconstruire un bocage, une agriculture de couloir, entre guillemets, même dans des territoires comme la Beauce, je pense ou à ces grandes régions céréalières. On ne va pas forcément remettre une ligne d'arbres tous les 40 mètres. On pourra mettre une haie, biomasse par exemple, brise-vent éventuellement, éventuellement fruitière si on veut. On met cette haie tous les 100 mètres, 200 mètres. Et déjà d'un point de vue écologique, d'un point de vue climatique, d'un point de vue de tous les enjeux de gestion des ressources naturelles, on aura un impact très significatif par rapport à des territoires très ouverts et à la merci des à-coups justement du climat. Un mot, Karine, parce que je sais que vous avez tenté de répondre à cette question-là précisément sur la parcelle expérimentale. Alors, il faudrait penser à nous mettre le micro. J'allais dire qu'en fait, il faut tester, il n'y a pas de règle. Voilà, il y a les espèces d'arbres qu'on va planter. Est-ce qu'on met des arbres? Est-ce qu'on met des arbustes? Donc nous, en fait, on est parti sur le fait d'avoir des alignements d'arbres ou des haies tous les 6 rangs de vignes. En fait, il y a 6 rangées de vignes et ensuite, il y a une modalité arbre ou arbuste. On a aussi mis des arbres en intraparcellaire, c'est-à-dire à la place de certains pieds de vigne. Donc j'allais dire, il faut un peu tout tester. Et puis il y a la manière dont ces arbres vont aussi être conduits derrière, donc la manière dont on va les mener, est-ce qu'on cherche en effet plutôt l'effet brise-vent ou plutôt l'effet ombrage ou plutôt l'effet production de biomasse, enfin, etc. Donc c'est vrai que là aussi c'est multifactoriel, entre le mode de conduite, le choix des espèces, la localisation, entre des alignements ou de l'intraparcellaire. Il y a énormément de choses à observer et à découvrir. Merci Karine. Allez, on va prendre une dernière question, s'il y en a une. Oui, madame. Pensez à vous présenter. Morgane Daufil Desséoun. Donc, ici, vous nous présentez donc, deux techniques, donc agroforesterie et agrivoltaïsme, qui, j'imagine, ne sont pas en opposition. Pour autant, l'agroforesterie semble être une solution qui est très bien adaptée, dont on connaît les avantages et qui est ancestrale. Donc, du coup, ma question, c'est pourquoi parler d'agrivoltaïsme, puisque l'arbre est là,
et quels en sont les avantages. Voilà, comment choisir en fait. Alors oui, effectivement, on peut dans un certain sens les voir comme concurrentes. J'aurais souvent tendance à dire que le futur n'est ni tout blanc ni tout noir, il est souvent dans des zones de gris, donc chacune, enfin voilà, il y a des combinaisons qui sont possibles où selon les systèmes, on peut imaginer à certains endroits mettre ce type de panneaux. C'est pas sur les mêmes durées de vie. Entre une modalité de plantation d'arbres et l'installation de systèmes agrivoltaïques, qui plus est, alors ce qu'on essaie de défendre aussi avec une certaine flexibilité, adaptabilité, voire un côté démontable pour pouvoir rendre la parcelle en l'état au bout de, alors ça ne va pas être au bout de 5 ans, mais généralement sur des modalités 15, 20 ou maximum 30 ans. Donc mais c'est une question qui reste ouverte, vous avez raison de le dire, de voir voilà, comment on peut combiner ces différentes choses. On a tout un panel de leviers qui nous sont disponibles et face à nous, donc de voir comment on peut maximiser à chaque fois ces questions, parce que alors, je vais me faire le promoteur de l'agrivoltaïsme, ça répond aussi à une problématique de production énergétique dont on a aussi besoin. Donc il faut voir, c'est toujours à mettre ça en face d'usage aussi, et de nos usages, donc de voir voilà, comment ces différents leviers peuvent être mobilisés pour répondre à nos usages, mais aussi aux écosystèmes dans lesquels nous vivons. Donc voilà, l'équation est complexe et demande un petit peu de temps pour essayer de bien équilibrer en tout cas ces différents leviers. De mémoire, Nicolas, je parle sous votre contrôle, mais il me semble qu'au regard de ce que sont les objectifs en matière de production d'énergie renouvelable sur le photovoltaïque, sur le solaire, c'est 30 000 hectares nécessaires au niveau national. Alors ce chiffre-là, il n'est pas négligeable, il n'est pas non plus monstrueux par ailleurs. Alors effectivement, c'est souvent un chiffre qui est sorti par les énergéticiens, de dire si on veut atteindre les objectifs de la PPE, Programmation Pluriannuelle de l'Énergie 2028, il faut 30 gigawatts et c'est 30 000 hectares. Donc c'est comme si on consacrerait 30 000 hectares d'une terre à mettre du panneau photovoltaïque, alors pas sous forme agrivoltaïsme, de façon assez basique, intensive. Oui. Alors oui, effectivement, alors on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. À moitié plein, ça fait pas grand-chose, 30 000 hectares. À moitié vide, quand on regarde 30 000 hectares plus l'artificialisation pour des zones artisanales, pour de l'étalement urbain, mais bon an, mal an, la France se fait grignoter petit à petit son terrain, ses différents terrains. Tous les 7 ans, en termes de SAE. Exactement. Oui. Merci Nicolas. Je vous propose donc... Est-ce que je peux juste rajouter Fabien. 2 éléments? Parce que si on a 1 minute... 1 minute. C'est la dernière question de toute façon. 1 minute. C'est la plus importante, donc c'est bien. Allez-y. Effectivement, donc nous, c'est une question qu'on nous pose tout le temps, tous les jours. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas mettre des arbres au-dessus des panneaux. Probablement qu'il y a quand même un choix à faire. Je crois comprendre que c'est... pour autant, c'est la dose qui fait le poison, comme on dit. Donc, effectivement, il y a des opportunités à saisir partout. Je constate quand même qu'on est dans un pays où on s'obstine à vouloir mettre des panneaux dans les champs et à faire de l'agriculture sur les toits. Est-ce que c'est un esprit de contradiction ou est-ce que c'est autre chose? C'est une réalité. Donc, en fait, c'est vraiment une question de quel choix on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire. L'arbre, il stocke de l'énergie solaire. Le bois, c'est une forme de stockage de l'énergie solaire. Bien sûr. Alors après, c'est pas la même chose, ça va pas dans les mêmes réseaux à la fin, mais en même temps, on fait aussi du cycle du carbone, on fait de la biodiversité, on fait du cycle de l'eau, etc. Ce qui évidemment n'est pas le cas avec un panneau, même si un panneau ça pousse plus vite qu'un arbre. Donc en fait, c'est tout ça à mettre finalement en perspective. Moi, ça me choque pas d'avoir quelques dizaines de mètres carrés de panneaux solaires au-dessus des poulets éventuellement, en complément d'arbres aussi, pour aménager le parcours. Mais voilà, il faut s'entendre sur le partage de l'espace. Et encore une fois, on a des tonnes de toitures à aménager si on veut, et ça reste à mon avis la priorité. Merci de nous renvoyer à nos paradoxes, et merci pour cette mise au point. Merci à vous 4, vous pouvez les applaudir.